Les amis, vous voyez, je suis totalement débraillé. J'ai reçu des messages, vous m'avez envoyé des emails, des messages sur Telegram pour ça, donc je vais me justifier pour la première fois. En fait, je sors du sport à chaque fois et comme on est dans une time zone un peu différente, je suis en Asie et Alex est à Bordeaux en France, bah, c'est à chaque fois la course pour vous tourner ces épisodes. Mais bon, bientôt on sera sur la même tranche horaire, donc le problème sera résolu. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle d'une actualité très chaude. Bizarrement, en fait, ça fait beaucoup moins la une des journaux parce que la hype ChatGPT est un peu passée. Il y a une saturation d'audience au niveau des grands médias. Et donc, assez peu de personnes en parlent aujourd'hui. Et pourtant, moi, ça m'a assez bluffé. Je ne sais pas si tu as vu les nouvelles vidéos qu'on voit sur la chaîne YouTube d'OpenAI. Il y a, je sais pas, 15, 20 vidéos qui dure entre 30 secondes et 2-3 minutes, où ils montrent toutes les nouvelles possibilités, les nouveaux use cases auxquels seulement eux ont pensé. Donc, est-ce que Alex, tu peux nous en parler? Carrément. Donc du coup, en effet, cette semaine, OpenAI a fait une keynote, hein, tout simplement, a sorti une nouvelle version du modèle, on va dire une version intermédiaire qu'ils ont appelée ChatGPT 4.0 ou 4.0, je sais pas comment tu le dis, mais voilà. Et cette nouvelle version, elle permet notamment. Donc déjà, ils ont sorti une application Mac. Donc maintenant, tu as une application ChatGPT pour desktop. Tu n'es plus obligé d'aller sur le site. C'est un peu comme quand tu es sur mobile, tu as la même chose. Ce qui fait que tu peux utiliser ton micro, tu peux utiliser plus de fonctionnalités plus facilement. Tu peux le mettre en mode un peu copilote. Et donc, quand tu es sur un site, tu peux lui demander de t'expliquer un truc. Donc ça, c'est déjà une des premières fonctionnalités qui est assez stylée. Tu peux lui filer un graphique. Et lui dire, bah vas-y, interprète-moi ce graphique, dis-moi ce que tu en penses, je comprends pas, voilà, donne-moi la définition, extrais-moi les données importantes. Donc ça déjà c'est hyper bien parce que avant jusque-là, ChatGPT, tu devais faire une action entre guillemets. C'est-à-dire que tu devais te dire, ok, il faut y penser, voilà. Maintenant, il semblerait que tu puisses, je l'ai pas encore fait à titre perso, mais il semblerait que tu puisses installer ChatGPT et le balancer. Et lui, tu lui dis, ah là, enfin, tu vois, t'as une petite bulle ChatGPT en mode, ça je comprends pas sur mon ordi, va voir. Donc ça déjà, en termes d'UX et de produit, déjà, il semblerait que ce soit un truc vachement bien. Ensuite, ils ont sorti une autre fonctionnalité qui a l'air assez incroyable, qui est reconnaissance des émotions ou des sons dans la pièce. Le mec fait une démo que vous pouvez aller voir où il fait, en gros, il dit qu'il est stressé avant de faire la keynote et donc qu'il a besoin d'une aide à la respiration. Et il fait exprès de respirer n'importe comment et ChatGPT lui dit oula, 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 attends, tu respires pas bien, là, tu respires beaucoup trop vite, tu veux faire une séance de respiration, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui, ça, ouvre un. Alors peut-être qu'il y avait un côté démo où ils avaient précalé le truc, mais ça ouvre un nouveau pan qui est ChatGPT en mode assistant de vie, où demain, si ça se trouve, il est capable de te dire ok, mec, là, tu cours trop vite, ok, mec, là, tu respires trop vite, mange ci, mange ça. Enfin, tu vois, des trucs très, très plugués sur toi et ça devient vraiment ton assistant. Ce qui rendrait quasiment obsolète toutes les apps d'IA qui seraient construites sur ChatGPT, quoi. Enfin, ce qui est hyper. C'est toujours un truc avec ChatGPT, c'est-à-dire que est-ce que ChatGPT va permettre de développer des business dessus? Est-ce que OpenAI va permettre de développer des business sur. Est-ce que c'est une stack tech en fait? Ou est-ce que c'est un produit à part entière global? Tu vois, là, ils sont intégrés dans Siri, donc il semblerait que ce soit une stack tech où tu construis des produits sur le modèle OpenAI, enfin ChatGPT. Mais d'un autre côté, ils font des actions comme celle-là qui te laisseraient penser que demain, ils peuvent être produits complets, quoi. Et flinguer un paquet de produits, tu vois, d'app ou d'app qui sont pas forcément indispensables. ChatGPT serait capable de toutes les regrouper, quoi. Ça deviendrait la super app. Ça reste à prouver, évidemment. Parce que d'un autre côté, si tu es la super app, c'est quoi le business model? Parce que bon, tu peux faire de la pub, tu peux rester sur des trucs classiques, mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire vendre des capacités pro, ça sert à des gens qui veulent en gros développer des produits dessus ou accompagner leur activité. Mais si ChatGPT te défonce toutes les activités, bon tu as beaucoup moins d'intérêt de payer une version pro, quoi. Donc à voir, je pense que ce qui vient de sortir là, c'est vraiment une étape importante, tu vois. Une étape importante dans le développement de cette tech et à voir vraiment la route qu'ils vont prendre. Ce qui est plus important encore, c'est ce qui s'est passé le lendemain ou 2 jours après, je sais plus.
ou une partie de l'équipe non négligeable, notamment le CTO, le fondateur CTO, j'ai pas bouffé son nom de famille, mais a démissionné. Et une partie de l'équipe a démissionné aussi. Sans explication. Et là, c'est parti en théorie du complot, du genre, ils ont découvert qu'en fait, ils avaient réussi à coder une IA qu'ils n'arrivent plus à arrêter, qui va détruire le monde, blablabla. Bon, bref, j'en sais rien si ça c'est vrai, mais enfin, je suppose que c'est même faux. Mais par contre, on sent quand même chez OpenAI qu'il y a des questions politiques qui sont compliquées. Il y a eu le scandale avec Sam, il y a eu des départs en cascade après ça. Il y a beaucoup de discussions autour de qui contrôle vraiment la boîte, comment, machin. Maintenant, le départ du fondateur CTO, Elon Musk qui s'était barré et qui gueule. Alors, on pourrait dire oui, c'est mercantile, machin, mais qui gueule en disant ils ont changé les plans de base, c'est inadmissible, blablabla. Les gros investissements de Microsoft. Il y a tout un truc qui entoure cette boîte quand même, qui est très inhabituel pour une startup. Et même sur des grosses startups, même sur Google, machin, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment jamais eu autant de drama qu'il y en a sur OpenAI. Après, c'est des périodes différentes. On ne peut pas tout comparer, mais voilà. Donc voilà sur ce que je peux dire. Et Google aussi, quelques jours plus tard, qui a annoncé les améliorations de leur modèle d'IA, où il peut aller voir dans tes mails, même style, il peut aller voir dans tes mails, il peut répondre à ta place, il peut lire le mail et te proposer des réponses pour que tu n'aies pas à les faire toi-même. Il peut Et donc écouter là, on des commence à appels maintenant. voir. Je ne sais pas si Pardon ? tu avais vu. Il peut maintenant écouter les appels aussi. Ils vont écouter Ouais. les appels pour pouvoir détecter les scams, les arnaques. Et ça, je trouve ça dingue que ça n'a pas plus fait réagir les personnes. Ouais. Et non, mais exactement. Et puis, la prise de notes. Bon, aujourd'hui, c'est foireux, mais tu vois, tu peux faire des transcripts de tous les. Demain, tu vois, ce podcast là qu'on tourne, on fait un transcript. On en fait des articles de blog, tu vois, et les mecs qui n'ont pas envie de nous regarder, ils peuvent juste lire les parties qui les intéressent, en fait. Et donc, Ouais. attends, je suis désolé de te raconter un truc parce que. Non, t'inquiète, je t'en rien. Ouais, ok. Et donc, voilà. Et donc, Ok. je pense que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de se dire que je pense que là, l'IA va être infusée dans tous les produits. Et que là, on va avoir le vrai gain de productivité tant attendu. Parce que ça va devenir vraiment distribué, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas en avoir dans ton Google Mail. Ça a commencé avec Notion et tout, mais déjà, on a eu des gains de productivité parce que, il y a 2 ans, il faut se rendre compte qu'il y a 2 ans, on rédigeait rien par IA. Il y a 2 ans, jamais tu aurais eu l'idée d'écrire des billets de blog par IA. Il y a 2 ans, tu faisais pas relire tes posts par ChatGPT, tu faisais pas relire ton code par ChatGPT. Tu vois. Déjà en 2 ans, qui est hyper court à l'échelle d'une révolution technologique, tu vois, on a quand même vachement modifié la manière dont on utilise la techno et dont on utilise cette techno, qui avant était utilisée par quelques boîtes pour résoudre quelques problématiques métiers, globalement, et puis par Google, Facebook, machin, pour faire de l'analyse dans la publicité. Là, mec, on est passé de ça en 2 ans à tout le monde a déjà utilisé une IA, quasiment. Mes parents, qui ont 60 ans, ont déjà utilisé une IA. Ils utilisent ChatGPT pour faire des trucs. Mon père, il a un truc à rédiger, pour peu que ce soit pas trop important, ChatGPT. Il y a ce glissement, et en fait, le glissement, il ne fait que s'accélérer. C'est comme, tu vois, de 2005 à 2010, les jeunes allaient un peu sur YouTube, et puis c'était un truc vaguement cool, et en 2015, donc de la même période plus tard, le monde entier allait sur YouTube pour avoir des infos, tu vois. Pareil, mes parents, mes grands-parents vont sur YouTube, tu vois. Et donc, le sujet, c'est vraiment, tu as une accélération. Et je pense que là, on est vraiment en IA dans cette phase d'accélération. Tu auras peut-être des blocages, hein. Il y a peut-être des moments aussi où on va se dire, oh là, ça ira pas plus loin. J'ai regardé un super podcast de Andreessen Horowitz la semaine dernière où il disait, en fait, le risque, c'est que l'IA, à un moment, atteigne un plateau. Parce qu'il y avait 2 raisons pour ça. Un, l'IA est entraînée sur Internet. Donc, Internet représente la moyenne des gens. Donc, si tu tires une limite vers plus l'infini, l'IA sera forcément moyennement intelligente. Parce qu'elle se nourrit de gens moyens. Bon, ça, j'y crois pas trop parce que je pense que tu peux bidouiller le truc. Par contre, l'autre théorie, c'était l'IA ne pourrait être aussi intelligente que le plus intelligent des humains.
pas en volume d'analyse, mais en capacité de déduction, en capacité de, tu vois, de créativité et tout, elle ne peut mimiquer que ce qu'elle connaît de mieux, à savoir l'humain numéro un. Et c'était un peu à contre-courant, tu vois, de ce que plein de gens disent en mode ouais, l'IA va nous dépasser, dans 2 ans on n'a plus de job, machin, nanana. Je pense que tu vois, il y a les deux visions, et comme d'habitude, ça va tomber un peu entre les deux, tu vois. Enfin, je pense. Hyper intéressant. Tu as dit pas mal de points. Je pense qu'on va pouvoir revenir sur certains d'entre eux. Juste pour revenir sur les features de base et sur les vidéos que ont publié ChatGPT, enfin qu'ont publié OpenAI. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'était la possibilité que, en fait, ils ont donné à OpenAI la parole, la vue et la capacité à reconnaître, comme tu l'as dit, les émotions, le feeling. Mm. Et du coup, ce qui est dingue, et donc non seulement à repérer le feeling, les émotions, mais aussi à savoir transmettre ces émotions-là. Donc, je sais pas si tu as écouté les vidéos, je sais pas si tu t'es amusé avec cette nouvelle version audio, mais tu es face à une personne, j'utilise le mot à bon escient, tu es face à une personne qui a des mimiques humaines. C'est-à-dire que c'est pas un robot qui va avoir un son de voix monotone et qui va te répondre de manière intelligente. C'est une voix de femme, pour le coup, qui va rire au milieu de la phrase, Ouais. qui va faire des petites blagues, qui va savoir être sarcastique, qui va savoir faire de l'humour, qui va te dire ah mais c'est sympa ton chapeau. C'est quelqu'un qui met un chapeau en disant est-ce que ce chapeau c'est bien pour ma réunion. Elle rigole, elle considère que c'est une blague, elle a compris que c'est une blague. Elle dit bah non, t'es pas sérieux, tu vas pas mettre ça pour une réunion, c'est pas très professionnel, etc. Avec une voix comme si c'était une petite amie finalement, ou alors Mm. une personne qui nous aiguille, une amie ou que sais-je. Ça m'a vraiment marqué. D'autant plus que l'histoire de la caméra, ça vient également, selon moi, à voir dans quelles sont les limites, mais ça vient également donner euh, des nouvelles possibilités à tous les aveugles. On a pour la première fois donné la vue à ChatGPT. Donc, tu peux Ouais. brancher ChatGPT, tu peux avoir une sorte de bandeau autour de ta tête pour tous les aveugles avec une caméra. Ouais. Et ensuite, tu peux dire, écoute, voilà, moi je suis aveugle. Est-ce que tu peux être mes yeux? Est-ce que tu peux me dire si devant il y a une voiture? Oui, non. Est-ce que tu peux me dire lorsque je peux traverser? Oui, non. Est-ce que tu peux me dire s'il y a un taxi qui arrive parce que je dois le prendre? Oui, non. Oui, il y a un taxi qui arrive. Ok, la porte est ouverte. Ok, tu peux rentrer. Il y a une vidéo comme ça Ouais. qu'ils ont publiée où on voit justement un aveugle avec, alors lui pour le coup c'est avec son téléphone qui est là et qui il bouge avec son téléphone, mais demain on peut très bien imaginer une boîte et d'un point de vue technique c'est facile à faire, vraiment facile à faire puisque tout le côté technique complexe c'est ChatGPT qui l'a. Et finalement, la seule révolution, c'est le bandeau autour de la tête, quelque chose pour tenir facilement, quelque chose qui, avec un prompt qui a été déjà entraîné, qui permet justement d'être spécialisé justement pour les aveugles. Votre compagnon de route pour vous permettre de marcher dans la rue. Ça, moi, ça m'a Mais, marqué. Ça, j'ai trouvé ça dingue. ouais. Il y a un concept technologique qui s'appelle un truc du genre l'hybridation des intelligences. Et je pense que même pour aller plus loin que ce que tu dis là, hein, moi je serais pas surpris que dans 5 ans, et je pense que c'est ce que Elon Musk avait en tête quand il a fondé à la fois OpenAI, Neuralink, et je pense que le mélange des deux, c'est à un moment, tu as une IA qui est directement connectée à toi, à ton cerveau, à ton cortex, enfin je sais pas exactement comment tu te démerdes, mais voilà, et tu hybrides les intelligences. Et donc, plutôt que d'avoir un bandeau posté sur ta tête qui te dit OK, va à droite, va à gauche, bah, en fait, tu as des yeux. C'est juste que c'est des yeux que tu fais remarcher par caméra ou quoi. Et l'IA envoie le signal, enfin, le truc envoie le signal directement dans ta tête, refait les calculs nécessaires. Je sais pas exactement, je suis pas évidemment un spécialiste de la vision et de la vue. Mais tu vois, ils l'ont fait avec une personne handicapée qui arrive à contrôler par la pensée un ordinateur. Je vois pas pourquoi on pourrait pas répliquer la vue avec des caméras, tu vois, et renvoyer le même le flux inverse dans le cerveau, tu vois. Je Alors, pense que ça de ouf. tu vas Juste avoir un petite précision phénomène sur ça, il y a. d'hybridation. Pardon. Vas-y. Je pense que tu vas vraiment avoir ce phénomène d'hybridation des intelligences et donc d'hybridation de l'humain, tu vois. Et c'est là que tu te dis dans quoi on est en train de mettre le pied. Parce que là, on dépasse le business. C'est-à-dire que là, tu commences pour la première fois, c'est pas tout à fait vrai, mais
là, tu commences à toucher beaucoup à l'humain, à ses capacités, et ainsi de suite. On a toujours fait ça, en fait. C'est juste qu'on a toujours fait ça avec des moyens bien moins importants. C'est-à-dire que, bah, on est passé de 30-40 ans d'espérance de vie à 83, 84 ans dans nos pays, et avec des gens qui sont capables d'atteindre 100, 120 ans, tu vois, pour les plus âgés. On n'était pas capable de se parler à distance, on a inventé le téléphone. On n'était pas capable de voyager, on a inventé l'avion, on a inventé la voiture, le train, l'avion, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, on ne fait que compenser ce que nous n'avons pas, et ce que nous voyons dans la nature, si tu veux. Enfin, ce qu'on imagine de la nature ou de sa compréhension. Et je pense que l'hybridation des intelligences, bah, c'est le next step, tu vois. Alors, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit éthiquement valable et viable, tu vois. Je pense qu'il faut surtout pas que ça devienne n'importe quoi. Mais t'imagines le nombre de problèmes qu'on pourrait régler si toute l'humanité avait 360 de QI. Alors, je vais dire un truc dur, tu vois. On va rentrer dans un discours qui, à mon avis, peut être dur, mais t'imagines le temps qu'on perd dans notre vie de tous les jours parce qu'on ne sait pas exactement comment régler le truc. Ou le temps qu'on perd parce que des dizaines de milliers de gens travaillent sur des. Alors qu'ils sont totalement intelligents et tout, travaillent sur des jobs qui, entre guillemets, n'apportent peu ou pas de valeur, ne servent qu'à gagner de l'argent et à ne pas résoudre des vrais problèmes. Imagine-toi si tout le monde était libre, parce que toutes les autres tâches sont automatisées, et tout le monde était libéré et focus sur résoudre le réchauffement climatique, résoudre la fracture riche-pauvre, résoudre les problèmes de crise et de guerre et de machin. Enfin, imagine-toi toute l'intelligence, théoriquement évidemment, que tu pourrais mettre pour résoudre les problèmes. Alors tu me diras, l'intelligence, on pourrait aussi l'utiliser pour se faire du mal et faire n'importe quoi, mais enfin, je trouve qu'il y a un vrai discours, enfin, il y a un vrai espace de discussion qui s'ouvre, tu vois, autour d'une techno qui nous dépasse un peu. Je trouve que c'est un débat intéressant, mais c'est un débat dans lequel je suis un peu trop rentré trop rapidement à chaque hype, Ouais. Web3, Co, IA, etc. Et en fait, à chaque fois, je me rends compte que c'est très stimulant intellectuellement de parler de ça. C'est très intéressant, mais à chaque fois, on en est quand même loin. Tu parlais de Neuralink tout à l'heure. Il y a eu une première expérimentation sur l'homme, un homme handicapé, au début de l'année. Bon, bah, il y a eu un accident aussi. Personne n'en a parlé. Mais il y a la machine, il y a eu des connexions qui sont détruites. Alors, le mec continue à l'utiliser, ça continue à marcher, mais il y a pas mal de connexions qui sont détruites à l'intérieur. Neuralink a fait un article en expliquant qu'ils allaient continuer à innover, continuer à essayer d'améliorer le process. Mais on est quand même loin de quelque chose qui, à mon avis, se généralise et se partage à l'ensemble de la population. Ah, tu vois, moi, j'avais pas eu j'avais pas regardé les trucs qui s'étaient passés après. Et ils évitent de communiquer autant. Ils communiquent moins quand même. Ouais, logique. Mais tu vois, même pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Enfin, je veux dire, avec la techno aujourd'hui qui est accessible, aujourd'hui, n'importe qui, pour quelques dizaines d'euros par mois, et encore, cette version-là est gratuite, accessible pour les personnes qui ont ChatGPT gratuitement, Ouais. d'avoir un prof particulier à domicile qui est sous stéroïdes. Ouais. Et qui va. Et du coup, il n'y a même plus d'excuses aujourd'hui. Et en fait, la question, mon interrogation actuelle, c'est de me dire, mais comment. J'ai un peu réfléchi au système scolaire actuel. Je me suis dit, mais on est dans un système scolaire qui n'a finalement pas évolué depuis 50 ans. Comment aujourd'hui il va réussir à s'adapter à ce nouveau monde dans lequel finalement n'importe qui peut avoir un prof sous stéroïde qui s'adapte aux émotions de l'élève, qui s'adapte à ses difficultés, qui s'adapte à sa situation. Enfin, je pense qu'il va y avoir vraiment une énorme réflexion qui va falloir être menée à ce sujet-là, même de l'utilité même de l'école. Est-ce que finalement, on va aller à l'école pour apprendre des choses ou est-ce qu'on va pas aller à l'école pour sociabiliser? Enfin, est-ce que finalement l'école va pas aussi changer de rôle? Est-ce qu'on va pas essayer de développer l'intelligence émotionnelle au lieu de développer l'intelligence purement logique? Chose que peut-être ChatGPT aujourd'hui n'est pas peut-être. Et encore,
n'est pas fait pour développer l'intelligence émotionnelle. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment des énormes réflexions et je sais pas, toi tu es plus dans ce secteur-là, je crois que ton père aussi est dans ce milieu-là. Je sais pas si l'éducation nationale, eh bien, se pose vraiment la question de... Alors, je peux déjà répondre à ta question. Aujourd'hui, l'éducation nationale se pose extrêmement peu de questions sur l'arrivée de l'IA. Il s'en pose théoriquement dans les hautes sphères, machin, mais je veux dire, au quotidien, il n'y a personne qui se pose la question de comment on intègre l'IA, comment on donne des formations sur l'IA, comment on réfléchit à qu'est-ce que va devenir la formation à l'époque de l'IA. Enfin, tout ça, c'est des discussions qui sont encore très, très, très faibles en termes de volume par rapport à d'autres discussions, tu vois, à d'autres discussions plus basiques, on va dire. Le sujet de la... Moi aussi, je réfléchis pas mal à l'éducation parce que, comme tu sais, moi, je donne des cours, mon père donne des cours, mon grand-père était prof, il a fait plein d'autres trucs, mais il était prof, ma grand-mère était prof, mon autre grand-mère de l'autre côté travaillait à la fac. Je te passe les détails, mais globalement, je viens d'une famille qui représente l'enseignement, entre guillemets. Enfin, ils n'ont fait quasiment que ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation nationale a des années-lumière de se poser ce genre de questions. Et pas que l'éducation nationale, hein. Les écoles privées qu'on connaît bien, les facs et ainsi de suite, sont à des années-lumière de se poser la question. L'autre jour, je donnais un cours dans une école privée que je ne citerai pas, et qui me disait ouais, mais nous, on interdit ChatGPT. Je me suis permis de leur dire que c'était peut-être pas la bonne idée que interdire ChatGPT. C'était peut-être pas une bonne manière de regarder le truc. Parce que l'interdire, c'est bon, ok, tu forces tes élèves à réfléchir. Ça j'entends l'argument à la limite. Mais si tu leur apprends pas à s'en servir, demain, le mec qui va s'en servir va juste les dérouiller. C'est comme en 2005 dire à des élèves, vous n'avez pas le droit d'utiliser Google. Bah, le mec qui aujourd'hui ouvre une encyclopédie, il met 10 fois le temps de travail d'un mec qui va chercher les informations dont il a besoin sur Google. Et aujourd'hui, ça ne choque plus personne. Alors oui, peut-être que les connexion intellectuelle du mec qui allait chercher sur du papier, qui devait s'emmerder à savoir comment trouver le bon livre, le machin, était peut-être plus développé. Ça reste honnêtement à prouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour être efficace et répondre à une tâche donnée, le mec se fait démonter. C'est sûr. Surtout à un jeune âge où tu n'es pas hyper habitué à le faire, et donc il y en a un qui galère et un pour qui c'est très naturel d'aller chercher sur Google, puisqu'il va chercher sur Google quand il s'amuse ou quand il fait d'autres trucs. C'est pour ça que je pense qu'il faut pousser ChatGPT. Mais pour répondre à ta question, ouais, l'éducation nationale et l'éducation au sens large ne se posent pas la question. C'est pareil. On voit tous les infopreneurs, on parlait d'infopreneuriat la dernière fois. Tous les infopreneurs sortent des formations qui te ressemblent. Je veux dire, le jour où quelqu'un nourrit une instance ChatGPT, fait une espèce de wrapper avec lui file toutes les formations d'infopreneuriat, je pense que le mec a démoli le game. Et puis, il pourra le faire évoluer à la journée, tu vois, là où une formation, quand elle a été tournée, 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, elle est moins pertinente. Tu es obligé d'acheter la version 2 de la formation, machin. Imagine-toi quand ChatGPT va aller chercher les bonnes vidéos, les bons trucs, les bons exemples, t'analyser des case studies de pub Facebook ou de je sais pas quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de business models qui sont à risque, d'après moi. Et on s'en rend pas encore compte. Là, tu soulèves un point super intéressant, notamment pour les personnes qui nous écoutent, qui sont vachement entrepreneurs ou qui, du moins, qui s'intéressent à ça, qui, à mon avis, sont employés dans des grosses boîtes, sont CEO. C'est littéralement, au-delà même de penser à des idées business, au-delà même de faire de fantasmer sur la suite, honnêtement, moi j'ai pas vraiment peur d'une IA qui nous tuerait tous, etc. Non. Mais une IA, enfin, lorsque tu vois ChatGPT aujourd'hui qui capte l'émotion, qui traduit en automatique et en temps réel un discours dans n'importe quelle langue, quelqu'un qui veut apprendre l'espagnol, il y a une démo qui a été faite sur la chaîne, c'était assez remarquable, qui arrive comme ça à faire en gros de l'aide aux devoirs à un très haut niveau. En plus, il s'adapte aux difficultés de l'élève, il comprend ses problématiques, il prend le temps, il est gratuit, il s'énerve pas.
je me dis vraiment honnêtement, quel est le futur de, quel est le futur du travail? Et je pense qu'on rentre dans un monde où on a intérêt, on en parlait lors de la dernière session, à avoir une forme de capital qui est antifragile. Et je pense qu'aujourd'hui, tu avais des études qui disaient que 80% des métiers étaient à risque. C'était, je crois que c'était Goldman Sachs qui avait fait une étude en expliquant que 80% des métiers étaient à risque. Je ne sais pas si le chiffre de 80% est bon. C'est difficile de faire ce genre de prédiction. Mais je pense, et on le voit, ça commence à arriver de plus en plus, un paquet de métiers, un paquet d'occupations, un paquet de tâches devient à risque. Encore une fois, on l'a vu avec le SEO, on a commencé à le voir avec le SEO, avec le montage. Tu vois, le montage, il y a de plus en plus de trucs qui te disent OK, montage automatique, machin. C'est pas encore au point, mais laisse 6 mois, 8 mois, 1 an. Et le truc sera au point. En fait, on se rend pas compte, ça bouge tellement vite, mais tellement vite, qu'on a du mal à se projeter. Déjà, sur Internet, on était très mauvais pour se projeter. Que combien d'analystes ont dit ouais, Facebook ça marchera jamais, les réseaux sociaux c'est juste une passade, machin. Il a fallu 10 ans pour qu'ils aient tort, mais en 10 ans on l'a vu. Là, on est à l'échelle du trimestre. Hein. ChatGPT, c'est quand même une nouvelle dinguerie tous les 3 mois. Et ChatGPT, je ne sais même pas si c'est le plus dangereux. Je ne sais même pas si OpenAI est plus dangereux ou si ce qui va être le plus dangereux, c'est les modèles open source. Parce que regarde, aujourd'hui, les modèles open source arrivent à être quasiment aussi forts qu'OpenAI. Sauf que les modèles open source, plus on va avancer dans le temps, plus il va y avoir de gens qui vont travailler dessus et les utiliser. Et à un moment, OpenAI, aussi fort soit-il, vont être limités par leur nombre d'employés, par leur nombre de personnes qui contribuent au modèle. Si demain, OpenAI, ils ont 10 000 employés, aujourd'hui ils sont 700 ou 800, demain ils ont 10 000 employés, mais en face, tu as 15 millions de gens qui travaillent sur des modèles open, enfin, tu vois, il y a un moment où l'amélioration continue du truc va être immense. D'autant plus que les modèles open n'ont pas à vocation à devenir un super assistant. Et donc, toute personne qui a envie de créer des apps a tout intérêt à entraîner et à améliorer les modèles open versus un chat GPT qui demain va peut-être leur prendre leur boulot ou leur business. Donc, en fait, non seulement tu as une accélération immense de ChatGPT et une amélioration immense de ChatGPT et d'OpenAI, mais en plus de ça, en face, tu as une amélioration qui risque d'être de plus en plus rapide de Llama, de Mistral, et c'est les deux gros open que je vois. Et ensuite, tu as tous les modèles, les anthropiques, les machins, les trucs de Google. Enfin, tout ça mélangé va faire vraiment une course qui va améliorer, à mon avis, très, très rapidement les performances des IA. Enfin, tu vois, rien que sur le pricing de ChatGPT, ça se voit. Tu sais, si tu regardes au mot, combien coûte un mot généré par ChatGPT, en fait, c'est la mesure qu'ils utilisent. Le coût ne fait que s'effondrer. Alors que les qualités sont de mieux en mieux. La qualité de service rendu est de mieux en mieux. Et pour autant, le coût ne fait que s'effondrer. Que s'effondrer. C'est-à-dire que le coût, le coût va à zéro. C'est-à-dire que la valeur de l'IA, alors la valeur économique de l'IA va à zéro. Il va falloir lui trouver de la valeur d'utilité, d'app et tout ça. Mais fondamentalement, l'IA est ce qu'on appelle une technologie déflationniste. L'IA, sa valeur d'utilisation va, enfin d'utilisation, sa valeur de prod va inévitablement vers zéro. Ok, mais de manière très terre à terre, est-ce que toi, dans ta boîte, aujourd'hui, tu as une réflexion du type, ok, il y a ce job, ce job, ce job, ce poste, ce poste, ce poste que je peux virer parce que si pendant un mois, je mets des spécialistes, ils mettent en place des IA, je peux totalement automatiser la chose. Ah bah, moi, ce n'est que ça. Aujourd'hui, on a une boîte de promotion, si tu veux. On est une trentaine, mais sur la trentaine, j'ai quasiment que des gens qui ramènent des opérations, puisque, enfin, si tu veux, on est une boîte de tech promo, enfin tech, prop tech, on va dire. Si on voulait faire tourner ce qu'on fait tourner sans IA, même sans aller jusqu'à l'IA, mais sans technologie du tout, on serait 3 fois plus et on serait à peine rentable.
Tu vois ce que 3 ouais, au moins 3 fois plus. Mais par contre, le fait d'avoir des automatisations, des fois, c'est des trucs aussi cons que juste des automatisations de type Zapier. Hein. Alors, t'appelles ça de l'IA si t'as envie, mais c'est pas le cas. C'est de l'automatisation bête et méchante. De l'automatisation de création de ce qu'on appelle chez nous des bilans, donc de la manière dont on price les opérations, donc combien ça va coûter, et ainsi de suite. Tout ça a été automatisé. Donc, avec un mec, on fait 15 bilans, là où avant, il fallait un mec tous les 2 bilans. Et puis sur la partie tech elle-même, où maintenant tu as copilote et tout ce genre de trucs, qui fait que tes devs, on n'a pas eu besoin de recruter qui que ce soit à partir de 2023. De début 2023. Tu vois, et donc tu as cette courbe qui fait qu'en effet, peut-être que dans 5 ans, la boîte qui aujourd'hui, je te dis, on est 30, elle tourne à 4. Et elle fait toujours pareil, voire plus. Et c'est là où. Et nous, on est sur un truc où il y a encore du dur, entre guillemets. Imagine-toi juste une boîte de service. Boîte de service, ça se trouve. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à cette billion-dollar compagnie de un seul mec. À un moment, ça va arriver. Il y a un mec qui va trouver un truc, il va réussir à faire 1 milliard tout seul. Tu vois. Il aura juste outsourcé. Imagine-toi un mec dont le produit serait très con. Tu prends un mec très intelligent que tout le monde adore, qui a un bon branding, et juste tu outsources son cerveau. Il nourrit une instance ChatGPT, et pour 5 euros par mois, tout le monde peut lui poser les questions qu'il veut. Genre, imagine-toi. Putain, j'y crois pas ça. Tu crois Il y pas a, à il y a- ça? il y a- il y a Oussama Hamar qui a essayé de faire ça pour monétiser, juste pour avoir du cash flow il y a 1 an. Ça a été un gros Ouais. flop et il a arrêté. Et en fait, Ok. je pense que les personnes, ils veulent. Il y a quand même une relation spécifique. C'est-à-dire que les personnes, ils veulent pas forcément poser des questions à un cerveau. Les personnes, ils veulent poser des questions à un humain. Sinon, ils vont chercher sur Google, ils vont chercher la réponse sur YouTube, ils demandent directement à ChatGPT. Mais on veut vraiment poser une question à quelqu'un de manière spécifique, c'est plus la relation, même de manière consciente. Hein. C'est plus la relation qu'on recherche que le cerveau de l'homme. Ok. Peut-être, t'as peut-être raison. Hein. Moi, je sais que par exemple, si demain tu me dis, ok, Steve Jobs, bon, malheureusement, il est mort, tu vois, il avait entraîné une IA avant de partir, tu peux lui poser des questions, mais que moi, je paye. Sans aucun débat, je paye. Alors, je suis d'accord avec toi, là, le mec étant mort, j'ai pas l'autre option. J'ai pas d'autre option. Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas, ouais, t'as peut-être raison. Après, Oussama Hamar, moi, je pense que c'est juste qu'il il est pas assez gros. Mauvais bail. Il est pas assez. Il est pas. Non, mais je veux dire, il est pas assez connu. Pas connu, mais reconnu, tu vois. C'est pas Leonardo de Vinci ou je sais pas qui, tu vois. Quelqu'un. Moi, j'entendais quelqu'un de cet ordre-là, tu vois. De l'ordre quasi légendaire, quoi. Steve Jobs, Elon Musk ou Leonardo de Vinci. Ou Aristote. Non, mais par contre, Oussama Hamar, c'est quand même un bon exemple parce que même s'il n'y a pas le volume de popularité que peuvent avoir les exemples que tu m'as cités, il a quand même une base de fidèles. Et ça, c'est intéressant, justement. C'est une base de fidèles. Aujourd'hui, il lance tout un tas de produits. Il y a Travel with Us, Ouais, j'ai vu. Sleep with Us Press, enfin bref, des trucs de dingue. Et bon, ça, c'est vraiment des produits de fans. Il n'y a que les fans qui achètent, qui mettent des milliers et des milliers d'euros pour manger avec lui, pour voyager avec lui, pour aller dans son hôtel avec lui, ou que sais-je. Et pourtant, malgré ça, bah, lorsqu'il a lancé son produit de d'IA, il n'a pas réussi, je ne sais pas combien il a fait de ventes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a, il a que le projet. Il n'a pas réussi à le pousser suffisamment loin en termes de volume et d'intérêt pour le continuer. Malgré une base de fidèles qui est quand même, Oussama Hamar, c'est quand même, voilà, c'est pas un gourou en mode infopreneur qui finalement a aucun fan fidèle. J'ai l'impression qu'Oussama Hamar, c'est des personnes qui l'écoutent depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ils l'écoutent et aujourd'hui, ils sont toujours derrière lui. Et donc, il y a quand même ce côté fidèle qui permet très rapidement de savoir si, lorsqu'il lance un produit, est-ce que ça plaît ou pas. Quoi. Si ses fidèles ne le suivent pas, ok, c'est peut-être pas moi. Et donc, même s'il n'a pas le volume de popularité que d'autres, à petite échelle, l'exemple, à mon Ouais, avis, est pertinent. ok. En tout cas, on verra bien. On verra bien si des mecs arrivent à faire ça. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, la 1 billion dollar compagnie avec un mec, j'y crois énormément. Mais ça, en fait, ça, moi, j'y crois. Sur le principe, j'y crois. Mais dans la réalité, dans la réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi $1 billion compagnie, c'est possible? C'est parce que
il existerait peut-être un monde dans lequel tout ce que des centaines de personnes, des centaines d'humains et centaines d'employés auraient dû faire, eh bien demain, c'est des IA qui vont le faire. Mais pour que ces IA puissent le faire, il va falloir un travail immense pour entraîner ces IA, les mettre en place, itérer dessus, faire en sorte qu'il n'y ait pas des bugs, faire en sorte de toutes les relier, etc. etc. Et en plus, ça c'est juste pour remplacer les humains en soi. Et là, je ne parle pas de vraie acquisition pour le business, je ne parle pas de développement du produit, etc. Donc, ça demande un travail monumental. Donc, à moins d'avoir du cash et d'arriver à outsourcer à fond, de demander à des freelance tech, de dire, OK, j'ai envie de ça, il faut que tu me mettes ça en place, etc. Ça demande quand même énormément de boulot. Ou alors énormément de temps, beaucoup de temps. Donc, on ne va pas être dans l'extrême croissance rapide pour le coup, puisqu'on va devoir prendre du temps à chaque fois pour mettre en place les IA, arriver à faire en sorte qu'ils exécutent bien, les brocher avec les autres IA, les faire communiquer ensemble. Mais autrement, aujourd'hui, on a quand même besoin d'humains. Et je pense dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, on aura quand même besoin d'humains pour brancher ces différents IA entre eux. Ah oui, non mais attends, je pense que ce que je te raconte là, moi je le vois pas à moins de 3 ans. Il y a encore trop de. Le problème, c'est qu'en fait, on sous-estime, tu sais, cette phrase, on l'a dit souvent, on sous-estime ce qui va se passer à 10 ans et on surestime ce qui va se passer l'an prochain. Et je pense que là, on est complètement, et même dans notre discussion là, on est complètement là-dedans. On est complètement dans le sujet. C'est-à-dire que on est complètement en train de surestimer le court terme. Et par contre, je pense qu'à long terme, on a du mal à voir jusqu'où ça se dirige. Mais je pense que ça tiendra ses promesses, entre guillemets. Enfin, moi, en tout cas, je pense que ça va tenir à long terme ses promesses. C'est juste que la route au milieu, elle est pas droite. Les gens pensent que ça fait ça. C'est juste que ça va faire ça, quoi. Parce qu'il va y avoir des trucs qui vont pas marcher, il va y avoir des régulations, il va y avoir des gens qui vont gueuler, il va y avoir des gens qui vont utiliser l'IA et elle va partir en couille et faire n'importe quoi. Enfin, ça va mettre du temps. Mais petit à petit, ça va, à mon avis, ça va donner les promesses qu'on attend. C'est comme Bitcoin. Hein. Enfin, tu vois, on parlait de ça, mais moi, je suis assez croyant sur le fait que sur le long terme, ça va bien se passer. Quand moi, j'ai commencé à regarder, à essayer d'acheter un peu de Bitcoin, tu vois, c'était en 2017. Et les mecs me disaient non, mais ça va tomber, on n'en parlera plus dans un an, machin, nanana, tu vas voir. Et quand la première crise, fin 2017, il y a vraiment une crise, ils disent tu vois ce que je t'avais dit. Mais non, en fait, tu vois, et finalement aujourd'hui, bah, le truc se porte plutôt bien. On a eu des hauts débats, des hauts débats, des hauts débats, mais on a des instits qui arrivent, qui ont mis de l'argent. Enfin, l'histoire des instits qui arrivent, moi je l'entends depuis 2017 aussi ou 2016. C'est arrivé. Tu vois. Et je pense juste que ça prend beaucoup plus de temps que ce que les gens pensent. C'est pas genre l'an prochain, c'est réglé. C'est juste que toute chose vraiment importante met une décennie avant d'arriver. Je pense que c'est ça. J'aimerais bien qu'on fasse, je te rejoins à 100%, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode sur les solutions alternatives pour survivre face à l'IA en termes de business. Je pense que ça peut être intéressant sur quoi miser dans un monde où le travail n'a plus aucune valeur, ou dans un monde où demain le travail n'aura plus aucune valeur. Parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et encore une fois, moi, je n'ai pas peur d'une IA qui pourrait tous nous tuer. Ouais. Par contre, je me pose vraiment d'une question. Enfin, je pose vraiment la question d'une IA qui nous rendrait inutiles. Et je pense que une grande majorité de la population, malheureusement, c'est triste de le dire, mais risque de devenir inutile économiquement. Ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Quels sont les derniers tu sais, comme tu sais, j'écris une thèse et il y a une partie qui est sur ce sujet-là. Donc je suis ravi que le prochain épisode, si tu veux, la semaine prochaine, on le fasse sur ce sujet-là. Trop cool. Bon, bah, Ok. à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Allez, je coupe ça. Ok, Allez, mec.